Bonjour, et nous sommes le 5 octobre 2014, il est presque 4 heures. Je voudrais continuer à vous parler de ces deux aspects de la tribu de Quraysh et de la tribu de Sadullah. Je vais vous montrer sur l'écran, suivre le film. Voilà, c'est-à-dire que je suis né, comme on dit, je suis arrivé dans cet environnement social, avec toutes ses dimensions, en 1944. Bon, je vous présente rapidement. Voilà le frère aîné, Poussif, celui qui vient juste après Miloud, Allah rahmou saleh, Bachir, Allah rahmou saleh, et moi. Voilà ma sœur Mahjouba, qui est morte à 10 ans, la rahmou saleh, ma sœur Mama et Jacques, le fils du colon, dans la ferme, à l'intérieur de la cour de la ferme. Donc je suis arrivé dans cet environnement social en 1944, où il y avait en même temps deux processus sociaux apparemment contradictoires qui étaient en cours. Le premier, c'est que la tribu de Quraysha était en train de s'effriter. Et ça, ma mère, Dada, en était la mémoire vivante et l'écho, à travers tout ce qu'elle disait, à travers tout ce que j'ai gardé en mémoire et chez d'autres. Bon, il faudrait peut-être définir un peu qu'est-ce que c'est une tribu, qu'est-ce qu'on appelle une tribu. Bon, sans aller jusqu'au classique des sociologues et à leur origine, Ibn Khaldoun, c'est une entité sociale, c'est-à-dire un groupe de familles, de personnes qui sont soudées par le lien familial. C'est-à-dire, c'est ça la base sociale. Donc une tribu a besoin d'une base sociale. Mais la base sociale ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on reste ensemble à un endroit précis. Il faut une base économique, ce qu'on appelle une base économique. C'est-à-dire, ils vivent de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont unis pour gagner leur pain quotidien? Pour le cas des Banqrais, c'était simple, c'était la terre. Ce qui fait que la tribu, elle constituait une force sociale. Le colonialisme a vaincu les tribus en usurpant la terre parce qu'il voulait détruire ces forces sociales. Donc, il a détruit la base économique. Ce qui fait que la force sociale n'existant plus, il ne reste plus que des individus, des indigènes dans le cadre du statut colonial, c'est-à-dire soumis à la soumission. Bon, il y a toujours des révoltés, mais les révoltés sont rapidement vaincus. Il y avait les bagnes, comme celui, le fameux de Cayenne, bien connu dans la mémoire des Algériens, quand ils disaient « il ne faut que le Cayenne ». Et bien sûr, il y avait aussi les travaux forcés, notamment dans les carrières, pour dépiter les roches qui forment encore, qu'on trouve partout en Algérie, les pavés des trottoirs et dans les rues. Et bien sûr, il y avait aussi d'autres formes. Ce qui fait que, comme je disais, je suis arrivé dans ce processus où il y avait deux processus sociaux, apparemment contradictoires. La tribu des Quraysha qui s'effritait et la tribu des Sadullah qui était en train de se construire. La tribu des Sadullah qui se construit, la base sociale, on était à la deuxième, troisième génération, et la base économique, ça va être la ferme Casimir. Pour voir ça un peu de près, concernant la base sociale, Sébouziane, l'ancêtre, lui, il est mort en 1905 à peu près,
il a laissé 4 garçons. Ahmed, j'ai pas en tête, ni dans mes archives ici, date de naissance et ça, la date de sa mort, mais l'autre, Boumedienne et Taïeb. Et dans la situation entre 1930 et 1940 à peu près, Ahmed avait eu un garçon, l'Haj, et Miloud avait 5 garçons. Ahmad, Bachir, Yakhlef, Taïeb et l'Arbi. Bon, c'est Ammar et Bachir qui étaient en âge de travailler. Bon, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, à partir de 10 ans, on commençait à travailler. Hein. Et Boumedienne, il avait 5 garçons, et pratiquement 4 étaient en âge de travailler. Mohamed, Znagir, Battash, Yakhlef, et Kouider, il était, je pense, encore trop jeune. Et Taïeb, il avait 2 garçons. Bon, qui ne pouvaient pas encore travailler, ils étaient assez jeunes. Si on va vers la décennie 1940-1950, Ahmed, le fils aîné, est mort, et Miloud aussi est mort, en 1941 à peu près. Alors, Ammar, il a laissé un garçon, c'est Znaghi, qu'on appelle surtout Saif, et Bachir était mort. Il y avait les jeunes, Yakhlef, Taïeb et l'Arbi. Du côté de Boumedienne, bien sûr, il y avait 4 garçons en âge de travailler, et Kouider qui était encore peut-être trop jeune, et Taïeb, il avait 4 garçons, mais ils étaient jeunes, pas encore en âge de travailler. Voilà, ça c'est la base sociale. La base économique, c'est la ferme Casimir. Bon, comment ça s'est passé? Parce que la ferme appartient aux colons. Elle n'appartenait pas à Saadallah, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Miloud Weltsi Bouziane, qui est né en 1883 à peu près, est mort en 1941, d'après les informations que j'ai eues. Lui, c'était l'aîné. Donc, il est devenu le chef de la famille tribale. Et il est devenu commis de ferme en 1908, il avait 25 ans. 1941, c'est-à-dire pendant 33 ans. Ça, c'est un phénomène important qui s'est passé dans la famille tribale de Saadallah. On disait de lui, des expressions que j'avais entendues très tôt, on disait par exemple Ragba. Et il y avait des légendes. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait une compétition très grande avec, surtout avec les Espagnols. Bon, Ragba, qu'est-ce que ça veut dire? Ragba, c'est cette partie du dos, c'est-à-dire en gros la nuque, le haut des épaules et la partie du dos. C'est-à-dire la partie du dos qui est capable de porter. Ici, c'est une gravure que j'ai tirée de Nasruddin Dine. Voilà une autre que j'ai tirée de l'internet où on voit quelqu'un porter un sac de blé. Et ici, la statue dans le port d'Alger, à la mémoire des dockers qui ont été assassinés au début de l'année 62 par une bombe de l'OAS. On voit mal, mais on voit cette allure, tu vois, de l'homme capable de porter. À propos de Ragba, moi, l'expression que j'ai en tête, que j'ai eue en mémoire très tôt, on disait par exemple, Miloud Weltsi Bouziane, Ragba. C'est-à-dire cette expression, elle est, en fin de compte, il y a 2 parties. La première partie, c'est comme une question. Miloud Weltsi Bouziane. Et la deuxième partie, c'est comme une réponse à la première, Ragba. Et Ragba, c'est cette partie-là du corps. La nuque, le haut des épaules et le haut du dos. C'est-à-dire, c'est cette partie qui fait que l'homme peut porter le sac. Et quand on fait allusion à ça, on fait allusion au sac de blé de 100 kilos. C'est énorme. Moi, j'ai essayé à un âge adulte de porter une fois un sac de ciment de 50 kilos en ayant en mémoire que dans ma famille, certains portaient le sac de 100 kilos. Donc moi, je pouvais prendre un sac 50 kilos. Mais à peine je l'ai mis sur le dos, dans des conditions difficiles, je me suis plié comme un accordéon.
Donc, ça c'est l'image physique. C'est-à-dire des gens qui étaient forts, capables. Deuxième chose qui était importante concernant Miloud Tzibouzian, c'est-à-dire que c'était l'homme qui était capable, sur qui on pouvait compter. Il a pris en charge ses frères, des neveux. Donc c'est le chef de la famille tribale. C'est ça qui a marqué les esprits pendant quelques générations et qui fait que ça se résume par cette expression très simple. Miloud Tzibouzian, Ragba. Donc, il est resté commis de ferme jusqu'à sa mort en 1941. Bon, il y a eu aussi beaucoup de légendes sur lui. Bon, je ne vais pas les mentionner, il y en a plusieurs que j'ai mises dans le livre. Bon, la compétition. Il y avait une compétition très dure parce que généralement les colons, dans notre région, dans la région de Témouchent, les colons étaient des Français. Et là, les gens qualifiés, les personnes qualifiées, capables de maîtriser, qui avaient une technicité, etc., c'était surtout les Espagnols. Et donc, les concurrents numéro un étaient les Espagnols. Donc, pour qu'un Algérien, un indigène, puisse se retrouver commis de ferme, c'était quelque chose de rare. Et le fait de pouvoir le garder pendant 3 ans, 33 ans, c'était aussi important. Mais en 1941, il y a eu une catastrophe dans la famille et autour, tout le monde en parle. Miloud Tzibouzian, Saadallah, commis chef de ferme, meurt dans un accident de travail. Ils étaient en train de réparer les toits d'une aile, de l'aile nord de la ferme, et il est tombé, il est mort. Bon, j'en parle dans le livre. Et ses 2 fils aînés, Ahmar et Bachir, meurent pratiquement à la même période. Donc la question, qui va remplacer, qui va être commis de ferme? C'est Taïeb qui prit la relève. Ça veut dire que le groupe social des Saadallah s'est imposé auprès du colon de façon que le nouveau commis de ferme, le gérant de la ferme, ne pouvait être que parmi les Saadallah. Et à ce moment-là, celui qui était tout désigné, c'était Taïeb. Donc, pour revenir à ces 2 processus sociaux qui étaient en cours, la tribu de Quraïcha en train de s'effriter et la tribu de Saadallah en train de se construire. Je dis apparemment contradictoire, car si on regarde ça sous un autre angle ou sous une autre dimension, c'est le même processus social. La structure de base de la société algérienne dans son ensemble se reconstitue en partie, parce qu'on est en train de voir cette région d'Algérie est rurale. Donc la destruction coloniale du système tribal de l'Algérie, elle était en train de se reconstituer, de se reconstruire. Mais c'était une forme tribale qui avait d'autres valeurs, car on était dans un climat de capitaliste, et en même temps un capitalisme discriminatoire, puisque c'était le colonialisme, et il y avait en même temps cette compétition qui était vitale. C'était une question de vie ou de mort, de pain. Donc il fallait être très bon dans le travail, et bien sûr arriver à avoir une certaine éducation et des connaissances. Je vous remercie pour votre attention.